Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. D'abord, je me présente, Charles Bénard, je serai votre animateur pour l'émission d'aujourd'hui. Et oui, c'est ma première fois à ce poste de commandement. À la régie, nous avons la formidable Marie-Laurence Roux, qui encore une fois fait un travail formidable. Bonjour Marie-Laurence. Allô Charles, toi aussi je suis sûre que tu vas faire un travail formidable à l'animation aujourd'hui. Merci. Avec elle, nous avons aussi Julien Lehoux qui est en train de faire sa formation à la régie. Bonjour Julien. Bonjour Charles, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui à l'émission, nous avons un programme des plus intéressants et diversifiés. Anne-Émilie Lacerte, pour sa première chronique, vient nous parler de la figure du diable dans les contes et légendes du Canada français. Bonjour Anne-Émilie. Bonjour. Ensuite, on se déplace en temps et en espace. Ben oui, aujourd'hui, Elliot Boulat nous parle des évolutions et du rôle de la guerre en Europe du 13e au 15e siècle. Bonjour Elliot, enchanté de te revoir à l'émission. Salut. Ensuite, puis finalement, on revient au Canada français avec Sabrina Gaudreau-Drouin qui nous parle de l'Assemblée des 6 comtés, un tournant majeur pour les patriotes qui faisait trembler alors le Canada. Bonjour Sabrina, bien heureux de te retrouver parmi nous. Allô Charles. Bonjour aussi à nos invités en studio, et j'ai nommé Kin Luyen Huyn. Heads up, people! Bon, alors sans plus attendre, je donne la parole à Anne-Émilie. De quoi nous parles-tu aujourd'hui? Oui, donc aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers fascinant des contes et légendes du Canada français, plus particulièrement au 19e siècle. D'après ce que j'ai pu remarquer, les Québécois entretiennent une relation assez mitigée avec les contes et légendes. D'un côté, les contes québécois fascinent encore le grand public. Il n'y a qu'à penser à la montée en popularité de Fred Pellerin au début des années 2000, oui, bien sûr. Ou encore des groupes de musique folklorique qui parfois traitent de légendes. Mais aussi populaire que puisse être cet univers, les contes sont aussi quand même assez méprisés. On les trouve pas dignes de faire partie de la grande littérature aux côtés de Baudelaire et Shakespeare. Pourtant, faire partie de la littérature, c'est la vocation qu'avait donnée aux contes et légendes l'abbé Henri-Raymond Casgrain et ses associés en 1861 avec la publication d'une revue littéraire qu'il a nommée Les Soirées canadiennes. Ça fait référence à une certaine émission de TV qu'on a eue ici dernièrement. Exactement, dans les années 50, probablement que se sont inspirés de cette revue-là. C'est l'émission qui fait référence à... Exactement. Donc, avec cette revue-là de 5 tomes, on ne cherche rien de moins que de former une littérature nationale dans le but de la distinguer des autres littératures, françaises, anglaises ou américaines. Nous sommes au milieu du 19e siècle et l'échec des rébellions ainsi que le rapport Durham se font encore sentir au sein du peuple canadien-français qui se sent isolé et menacé d'assimilation par les anglophones. Donc, on cherche un moyen de survivre en tant que nation, puis quoi de mieux que de le faire dans le domaine de la littérature. Le conte populaire québécois a ses règles, sa structure. Premièrement, il est issu de la tradition orale. Il fait référence à des lieux, des pratiques et des moments réels, mais on intègre souvent des éléments d'étrangeté et de fantastique. On peut retrouver aussi des personnages types comme le bûcheron, le voyageur, le curé, mais également figures de l'époque. Oui, exactement. Mais également aussi certaines créatures fantastiques comme le loup-garou et le diable. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser surtout au diable. Justement, je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres créatures fantastiques à part le loup-garou, le diable? Oui, exactement. Il y a des sorciers. Il y a aussi une créature qu'on appelle les feux follets, dont la description varie dépendant des contes. Probablement une sorte d'âme perdue qui égare les voyageurs. Ça sonne tellement bien, par contre, feu follet. On dirait que je me tente pas. Bref. Ça me fait pas très peur, mais j'imagine... C'est vrai que ça a l'air joyeux, un feu follet. Un feu de forêt. Peut-être une espèce d'esprit maléfique de feu. Ça me fait penser à ça, moi, surtout, là. Oui. Alors en fait, le feu follet, c'est quelque chose de traditionnel. C'est généralement un esprit qui égare, c'est souvent dans les marais, qui entraîne. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est sûrement lié aux émanations de méthane dans les marais, qui créent des flammes spontanées, qui donc créent des lumières qui pouvaient attirer les gens, qui du coup tombaient dans les marais et parfois se noyaient. Oh, wow! Merci pour l'intervention. Vraiment. Bon, mais aujourd'hui, on s'est intéressé surtout au diable. Est-ce que vous connaissez la légende de Rose la Tulipe? Ça me dit quelque chose. Ça me dit
quelque chose. Je pense que ma mère me l'a raconté quelques fois. En même temps que la petite fille aux allumettes, là. Oui. Ça, je la connais. Mais, en fait, c'est un des contes les plus populaires après la Chatte-Galerie, bien sûr, au Canada. Ah ouais, classique. Exactement. Donc, en résumé, c'est l'histoire d'une jeune fille du nom de Rose la Tulipe qui se joint à une veillée du Mardi Gras dans d'une des familles du village. Le curé approuve pas ce type de soirée et prévient fermement les paroissiens de ne pas danser passé minuit parce que ça va être le jour du mercredi des Cendres, qui est un jour saint. Les paroissiens ne prennent pas le vieil homme au sérieux et le soir même continuent à danser passé minuit. À ce moment-là, il y a un homme mystérieux qui vient cogner à la porte, se joint aux festivités et se met à danser avec la jeune fille Rose la Tulipe. L'homme finalement se révèle être le diable en personne et menace les paroissiens de les amener avec lui en enfer. Finalement, le bon curé arrive tel un sauveur et chasse le diable. Quel héros, c'est Superman. C'est Superman. Hein? Moi, j'ai juste l'image mentale du prêtre qui défonce la porte avec sa croix. Be gone, demon! Oui, exactement. Il y a probablement des versions que ça devait ressembler un peu à ça, parce qu'il y a une centaine de versions de ce même conte-là par différents auteurs. Et par exemple, parfois le diable va réussir à enlever la jeune fille avec lui. Parfois, la jeune fille s'en sort et décide de se faire religieuse. L'apparition du diable dans les contes est pas anodine et la légende de Rose la Tulipe, justement, en est un bon exemple. En fait, le diable sert parfaitement l'idéologie cléricale puisqu'il permet d'utiliser le diable à des fins catéchétiques, donc renforcer les rituels religieux à l'époque. Une des trames qui revient presque dans tous les contes canadiens français, c'est celle de la transgression des rites religieux, suivie d'une punition divine ou, dans ce cas-ci, diabolique. Il y a plusieurs façons de transgresser les normes religieuses de l'époque. Les transgressions les plus communes, c'est le blasphème, l'alcoolisme, le manque d'assiduité à la présence aux messes, de ne pas aller se confesser pendant une certaine période, désobéir au curé. Et le châtiment lié à ces transgressions-là peuvent provoquer... C'est toutes des choses qui sont réglées aujourd'hui. Hein? Oui. Moi, je fais tout ça pour être sûre de ne pas avoir de châtiment. Donc, c'est ça. Les châtiments peuvent apporter en fait l'apparition du diable, mais aussi l'apparition d'autres créatures diaboliques comme le loup-garou que j'avais mentionné tout à l'heure, que les gens perçoivent comme une créature de l'enfer diabolique. Donc, tout ça lié un peu avec le diable. Ce qui est intéressant de constater avec cette trame narrative-là de transgression, châtiment, c'est que le diable doit se soumettre aux préceptes catholiques avant d'agir. Donc, il n'y a pas le choix d'attendre que quelqu'un transgresse les rites catholiques pour pouvoir faire manifester finalement. L'apogée de l'histoire, lorsque le diable se révèle tel qu'il est, le curé arrive et réussit à le chasser. Le curé, c'est le sauveur qui protège le bien spirituel contre l'envahissement du diable. Comme le dit si bien Daniel Mativa dans son mémoire, le diable, dans les contes, c'est l'image de la société canadienne-française à la veille de l'industrialisation et du grand exode rural, dans laquelle le clergé lutte contre la laïcisation des institutions et la séparation de l'Église et de l'État. Wow. Au 19e siècle, le curé se trouve à être au centre de la population canadienne-française, plus particulièrement au centre des paroisses, et il est la référence, l'homme lettré, celui à qui on fait confiance, et surtout le protecteur de la religion catholique. Donc, considérant la menace d'assimilation protestante qui pèse lourd sur les Canadiens français à l'époque, le curé devient en quelque sorte le sauveur de la nation canadienne-française, rien de moins. Et cette illustration-là devient encore plus évidente lorsqu'on constate la façon dont plusieurs contes désignent l'apparence du diable. Donc, ce dernier est souvent référé comme étant un riche bourgeois de la haute société. Il est en contraste avec le groupe de paroissiens dans lequel il fait son apparition, qui est issu de la paysannerie. Le diable n'est jamais présenté comme un paysan, par contre, car cette classe sociale est considérée comme les dépositaires des valeurs chrétiennes. Donc, le diable est toujours présenté comme un étranger venant de la ville aussi. Il faut savoir qu'au 19e siècle, l'urbanisation et l'industrialisation sont grandement méprisées par l'élite politico-religieuse. La ville est pour eux un piège qui mène les gens au vice et au péché. Ah, ça, c'est vrai. Parfois même, le diable se présente littéralement comme un Anglais.
Par exemple, dans Le Diable au bal de Frank McArthur ou La nuit du diable de William Brandom, le diable se présente comme un Britannique. Pour reprendre un peu les mots de Mativa, rendu à ce point, le conte est à 2 doigts du pamphlet politique sur le thème de « Fuyez l'anglais comme le diable ». Dans la réalité, il est peu probable que les curés accordent une place aussi importante dans leurs sermons que les curés le font dans les contes et légendes. Ouais. Sans nier toutefois l'existence du diable, le curé a plutôt tendance à atténuer les croyances populaires en lien avec l'apparition de créatures diaboliques. Il reste que les récits légendaires, malgré leur nature fantastique, sont assez acceptés par le clergé catholique. Là. On les considère plus saints que le roman, par exemple, probablement parce que les contes transmettent des valeurs chrétiennes et paysannes que les autorités politico-religieuses tentent de préserver comme un trait identitaire de la population. Mais c'est ça, ils vont pas quand même s'opposer à cela. Là, ça sert quand même les autorités religieuses, finalement, les contes. Exactement. Ça va dans le sens qu'ils veulent que ça aille. Wow. Est-ce que dans le fond la raison que le roman est mal vu, c'est parce que justement c'était quelque chose de nouveau ou une partie de cela, mais ça reste assez complexe comme sujet là, par rapport à la littérature. Mais ça, c'est vraiment une littérature les contes et légendes qui viennent du terroir, qui existait déjà même avant qu'on les mette par écrit, justement. Donc, elle existait à travers, entre autres, l'oralité, la tradition orale. Qui sa fonction était autrefois liée vraiment à la communauté. Donc, il était de coutume qu'on se rassemble lors des veillées d'une froide journée d'hiver et qu'un habile conteur se fasse supplier de raconter une histoire. Tout le monde alors se rassemble autour du conteur qui vous jure que les faits qu'il va vous rapporter se sont réellement arrivés. Après tout, même s'il n'est pas parfait puis que ça arrive parfois de boire ou de dire quelques jurons, au grand jamais il n'oserait mentir sur l'histoire qu'il s'en va vous conter. Ouh. Une personne de très grande autorité, alors. On peut dire ça comme ça. C'est le coup de la place, le conteur. Oui. C'est ça. Ah, ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Anne-Émilie, pour cette chronique très éclairante sur la société de l'époque au travers des contes. Donc, on s'en va en musique. Marie-Laurence, qu'est-ce qu'on va écouter? Oui, bonjour Charles. Bonjour. Pour le petit délai. Donc, on écoute, pour commencer, Redneck de Fred Fortin. Oh. J'ai chopé de la coke, on va virer à 7 heures de soir. J'ai le goût d'être cowboy, j'ai le goût de jouer au pétard, même si c'est pas légal dans le Nord. J'ai-tu le droit d'avoir un pick-up? J'ai-tu le droit de brûler du gaz? Faut pas virer sur le top, c'est enfonce pas pour les écureuils, puis c'est ça que c'est moi qui paye. On est tous dehors la loi, on est tous des hypocrites. Je veux pas faire la scène, je mets les derniers gars parfaits, fini cloué sur un piquet.
bonjour à Histoire de passer le temps. Je continue tout de suite avec la chronique de Elliot Boulade. Je te passe la parole, Elliot. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va remettre en question quelques idées un peu reçues sur la guerre au Moyen-Âge, notamment sur la fin de la période, 13e, 14e, 15e, plus même 14e, 15e, tout simplement parce qu'il y a énormément d'évolutions à ce moment-là qui sont en lien avec tout simplement des évolutions purement sociales, donc notamment en Europe occidentale, l'affirmation de plus en plus grande du pouvoir royal français et la structuration du pouvoir royal anglais qui vont du coup tenter d'agglomérer des régions autour pour former non pas encore ce qu'on va appeler l'État moderne ou l'État-nation, ça c'est bien plus tard, mais qui vont en fait tout simplement créer une hiérarchie beaucoup plus claire. Alors les Anglais c'est un peu plus difficile parce que le roi d'Angleterre combat énormément contre sa noblesse qui est assez remuante généralement, qui a réussi d'ailleurs à l'orée du XIIIe siècle à lui arracher un parlement, ce qui est quand même une énorme évolution. Tandis que le roi de France, c'est assez marrant, c'est l'inverse. Lui, il a plutôt tendance à commencer à réussir à écraser à peu près tout ce qui dépasse d'un peu trop haut et à en fait passer d'un rôle d'arbitre qu'il avait avant, en tant que roi des Francs, à passer vraiment à roi de France, c'est-à-dire vraiment une empreinte territoriale. Alors, tout ça, ça a des conséquences sur le rôle de la noblesse, donc de la caste guerrière, et sur le rôle du coup des guerres et des batailles. Alors, vous avez peut-être vu dans la pub que je vous ai proposée, oubliez les combats de dizaines de milliers d'hommes se sautant dessus à la gorge à la gloire du combat. On n'est pas chez Howard, ce n'est pas Conan le Cimérien, non, loin de là. Est-ce que j'ai le droit de m'en aller si je veux pas déconstruire ce mythe? Tu auras le droit d'aller regarder la version longue du Seigneur des Anneaux pour te rassurer. Pas de souci. Non, malheureusement, la guerre, c'est beaucoup plus, décevant que ça. Alors, quand t'es au milieu de la mêlée, je pense pas, parce que tu penses quand même à sauver ta tête, mais d'un observateur extérieur, être surplombé une magnifique plaine où des dizaines de milliers de personnes combattent, c'est généralement un peu plus sexy que 30 clampins qui se jettent les uns sur les autres, avec généralement un armement un peu dépareillé selon le budget de chacun, parce on va parler de ça, la guerre, ça coûte cher. Alors, pour ce qui est des armées, il n'y a pas d'armée permanente, notamment dans le royaume de France, avant le XIVe siècle. C'est-à-dire que quand le roi va aller combattre, ou un autre noble va aller combattre, il doit appeler ses vassaux. Les liens de féodalité, vous prêtez serment en fait aux nobles généralement au-dessus de vous. Ce sont des liens familiaux, des liens sociaux, qui généralement c'est protection contre retour soit en argent, soit en position sociale, etc., etc. Et du coup, lorsque vous voulez mener une expédition, vous mobilisez ce qu'on appelle le ban et l'arrière-ban, c'est-à-dire tout simplement ceux qui sont vos vassaux directs et leurs vassaux à eux. Sauf que c'est limité dans le temps, les obligations militaires, les levées de ban. C'est généralement maximum 2 mois. Mais c'est 2 mois à partir du moment de l'appel. Oui. Pourquoi c'est 2 mois? Tout simplement parce que vous retirez 2 mois une partie des invalides et le dirigeant de son fief, et ça peut faire des problèmes, parce que faut rappeler que la guerre c'est saisonnier aussi, c'est jamais en hiver, c'est généralement printemps, été, donc c'est-à-dire qu'à un moment il faut quand même de rentrer, vous enlevez des bras pour les moissons quand vous partez, parce que certes vous avez des combattants spécialisés, mais vous avez aussi les combattants à pied qui eux généralement peuvent être recrutés parmi la population du village, etc. Donc généralement ça pose tout simplement des problèmes de gestion d'affaires personnelles. Vous pouvez pas retirer quelqu'un 3, 4, 5 mois de sa seigneurie, c'est pas possible, ou alors vous le payez. Ouais, c'est ça, il doit s'occuper de ses terres. De ses affaires courantes et aussi de ses sujets, parce qu'il faut penser que lui aussi, le noble, a des vassaux et est protecteur de sa population. Donc s'il s'en va un peu trop loin de chez lui, ça peut poser des problèmes. Alors, nous on va s'intéresser plus précisément à un conflit, celui de la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, on la date généralement de 1338 à 1453. Ça peut varier. Vous trouverez parfois 1336 ou 1337 pour le début, la fin 1453 ou 1471. Alors, pourquoi 1336, 1337, 1338? C'est en fait tout simplement une affaire juridique. Le roi de France se sent quand même un peu en puissance et va décider d'essayer de récupérer une partie de l'Aquitaine, en fait, en le supprimant au roi d'Angleterre, qui est à l'époque Édouard III d'Angleterre. En plus, il y a un petit souci, parce que techniquement, même s'il a renoncé devant le pape au moment du sac de Philippe VI de Valois, Henri III d'Angleterre est un héritier potentiel direct du trône de France. Philippe IV est mort, en fait, en ayant 3 enfants, mais ses enfants n'ont pas eu d'enfants, sont tous morts sans donner de fils, et du coup, une des filles de Philippe IV s'est mariée au roi d'Angleterre, et lui a donné un fils. Donc, officiellement, Édouard III d'Angleterre, il est petit-fils direct. Là où Philippe de Valois, Philippe VI, lui, il n'est que cousin.
Enfin, neveu du roi, cousin de l'héritier, plus direct. Heureusement, on fait rejouer un peu la loi salique, on la réécrit sur un coin de table. Les nobles du royaume sont plutôt contents que la couronne de France et la couronne d'Angleterre ne fusionnent pas, et du coup, ça se passe plutôt bien. Simplement, en profitant de ça quelques années plus tard, Philippe VI demande à son cousin, le roi d'Angleterre, de venir lui prêter, tout simplement, serment de vassalité pour ses terres en Aquitaine, parce qu'il ne l'avait pas fait lors du sac. Il a fait seulement serment personnel d'homme à homme. Alors le roi d'Angleterre lui est pas très chaud parce que ça envoie quoi comme image? Ça envoie qu'il est quand même soumis au roi de France. J'imagine qu'il y avait déjà des tensions à l'époque entre France et Angleterre. Non, c'est-à-dire qu'ils s'entendent quand même plutôt bien dans la majorité, parce qu'il faut penser que la grande partie de la noblesse anglaise est d'origine française à ce moment-là. Il y a quand même Guillaume le Conquérant qui est passé par là et qui a un peu mis toutes les têtes dirigeantes en Angleterre. Bon, c'était quelques siècles avant, mais ça a toujours, on parle français à la cour d'Angleterre à ce moment-là, faut pas oublier. Oui. Est-ce que c'est pour ça que la devise, je pense l'une des devises royales, c'est Dieu est mon droit ou quelque chose comme ça? Ça, je pourrais pas le dire. Je sais que pour la honni soit qui mal y pense, ça vient en fait de tout simplement de cette élite francophone au sein de la noblesse anglaise. Par contre, pour cette autre devise, ça, je pourrais pas le dire très honnêtement. Toujours est-il que on demande donc au roi d'Angleterre de venir faire sa petite genuflexion devant le roi de France. Petite subtilité, on lui donne pas de laisser passer pour traverser le royaume. Donc en 1338, il y a personne et donc on lui retire une partie de ses terres et donc forcément déclenchement de la guerre. Pour 1453, simplement, c'est la dernière grande bataille, c'est Castillon, là où les Français écrasent les Anglais, une des rares fois où ils écrasent les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Mais la peine est signée qu'en 1471, parce qu'entre les deux, c'est la guerre de Deux Roses et comme on change de roi d'Angleterre tous les 6 mois, tous les 2 ans, c'est un peu compliqué. Clairement. Alors, imaginez donc 2 armées médiévales. Donc une armée médiévale, on est d'accord, vous avez compris maintenant, c'est 50 à 100 personnes, 1000 dans les plus grands cas, 2000 si vraiment c'est tout le royaume qui se met en branle pour aller défendre tout ça. Donc quand 2 armées se rencontrent, elles se jettent pas dessus. On plante le camp et on envoie un héros, un délégué, dans le camp adverse et on négocie. Où va-t-on combattre? Quelle date? Quelle heure? Quel type de combat? Va-t-on combattre à mort ou jusqu'à la capture? Généralement, on combat jusqu'à la capture. Tout simplement parce que vous pouvez capturer les gens et comme ça, si c'est un noble, vous pouvez le revendre à sa famille contre une rançon. Alors, bon, un petit baronnet, ça remporte pas des matchs, mais un comte ou un duc, c'est 1 an de revenu de sa seigneurie. Ça rembourse votre expédition militaire, notamment votre cheval, qui est la chose qui coûte le plus cher, parce qu'il en faut pas qu'un, il en faut au moins 3 ou 4 chevaux. Il faut celui qui transporte le matériel, celui qui va les combattre, celui pour remplacer celui qui va les combattre si jamais il meurt, etc., etc. Encore une fois, ça demande beaucoup d'argent et de préparation. Oui, bien sûr, très important. Là, ce que je vous dis, c'est entre nobles. Pour capturer un noble adverse, vous attrapez les rênes de son cheval, il doit techniquement se rendre selon les règles de l'honneur. Et il le fait généralement. Par contre, on est d'accord, c'est un fantassin qui vous attrape, personne à droite, personne à gauche, vous lui collez un coup d'épée, il n'y a pas de souci. Par contre, à partir de quand on est dans la noblesse, on se rend jusqu'à ce qu'on se fasse délivrer par les alliés. Alors, des fois, ça donne des trucs trop marrants. Vous avez des cousins dans 2 camps adverses qui se retrouvent sur le champ de bataille, du coup, ils refusent de combattre. Bref, ça donne des trucs assez comiques dans certains textes. Mais tout ça, c'est le début de la période. Parce que dans le début de la guerre de 100 ans, en fait, l'éthique chevaleresque est encore extrêmement prégnante dans la façon de fonctionner de l'armée française. Le but pour les nobles n'est pas de gagner, c'est de faire un bon combat. Les capitaines sont rarement en fait des champions de la stratégie. Ça va arriver par la suite à cause d'une guerre qui va durer énormément, en fait. D'ailleurs, on n'est pas vraiment très motivé dans ce genre de conflit à aller à la bataille, tout simplement parce que dans les conceptions de l'époque, la bataille c'est un jugement de Dieu. Vous la gagnez, vous êtes favorisé par les cieux, vous la perdez, vous n'avez pas la faveur des cieux. Pour un roi comme Philippe VI qui vient d'arriver sur le trône, qui en plus en face a un roi d'Angleterre qui officiellement se prétend roi de France et d'Angleterre, alors il veut pas être roi de France et d'Angleterre en fait. Tout simplement, il donne un moyen de pression pour obtenir ce qu'il veut, c'est une Aquitaine autonome sans ingérence politique et juridique du roi de France. Bon, ça, ses successeurs vont l'oublier et pourront vraiment être roi de France et d'Angleterre à un moment et vont même faillir réussir quelques décennies plus tard. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, lorsque les Français en fait rencontrent les Anglais en 1346 à la bataille de Crécy, c'était pas prévu. En fait, c'était les Anglais font ce qu'on appelle une chevauchée, c'est-à-dire une armée de 400 à 500 hommes, très petite arme, 200 à 300 hommes,
très petite armée, très rapide, sans ravitaillement. Le but en fait c'est de se ravitailler en pillant sur le territoire. C'est pas de conquérir, c'est de forcer en fait face aux destructions le roi adverse à négocier. Donc eux les Anglais pendant la majorité de la guerre de 100 ans sont pas capables de prendre une ville, parce que c'est des armées très mobiles, très rapides. Les Français eux c'est beaucoup plus, c'est une armée du territoire, donc c'est obligé de ramener les gens, d'aller les chercher, ça prend du temps et manque de chance, on se croise à Crécy alors qu'on l'avait pas prévu, on s'attendait à les repousser doucement vers Calais, qui se rembarquent sur les bateaux et qui partent. Bon, parce qu'ils vont prendre Calais par la suite, mais c'est déjà un endroit où ils peuvent utiliser les bateaux pour repartir. Alors, bataille classique de la guerre de 100 ans, c'est très simple. Vous avez les Anglais en haut de la colline, avec des archers, 4 à 5 lignes d'archers. Un archer anglais, c'est un longbow, ça tire à 300 mètres environ, 300 pas, ça tire à peu près 10 flèches à la minute. Donc, c'est très, très, très précis et long. Alors, les flèches sont tirées en cloche, elles ne sont pas tirées tout droit. Le but, en fait, c'est d'arrêter les charges de chevaux, tout simplement. Ça, à date, ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir dans certains films. Exactement. Alors, les Français, eux, sont plus pour la charge de cavalerie lourde, c'est-à-dire on prend les plus grands nobles, on les met en première ligne sur leurs chevaux, dans leurs armures. Alors, pas encore de l'armure de plate à ce moment-là, c'est surtout des côtes de mailles, l'armure de plate, ça va arriver un peu, c'est-à-dire la belle armure que vous voyez, rutilante, etc. Ça arrive un peu plus tard. Ça devait être dur à manipuler. C'est très lourd. C'est 30 à 40 kilos sur le dos. C'est-à-dire que, pensez, vous êtes dans la mêlée, vous tombez de votre cheval, vous vous relevez. Alors déjà, faut se relever. Le chevalier qui tombe à terre, c'est plus proche de la tortue. Sur le dos, c'est dangereux. Est-ce que c'est vrai que ça prenait une grue pour lever les pauvres types? Ça peut, notamment pour certains tournois où avec la belle armure d'apparat, etc., ça peut prendre une grue pour vous coller sur votre cheval. Alors c'est fin de période, mais ça peut arriver. Et du coup, imaginez, maintenant, il faut vous combattre pendant 2 à 3 heures. Avec bien sûr visibilité réduite si vous avez un casque, ça rend les choses un peu compliquées. C'est pour ça que la guerre de l'extérieur fait chaud, fait extrêmement chaud. C'est matelassé une armure. C'est matelassé une armure, faut pas l'oublier ça aussi. Vous transpirez comme un malade dedans. Et on pense qu'il y en avait qui chopaient des coups de chaleur, des hydratations, etc. C'était assez commun. C'est sûr. Ah oui, et surtout le bruit. C'est extrêmement bruyant une bataille. Et du coup, on se rend compte en lisant maintenant les textes qu'il y a des chevaliers qui ont en fait des syndromes post-traumatiques. C'est le bruit, une casserole qui tombe, un truc comme ça, pouvait déclencher chez un chevalier une espèce de montée de stress. Il y a quelques textes qui le décrivent. On voit vraiment que le psychisme humain n'est pas habitué à ce type de violence. Donc tout ça pour vous dire que les Français, eux, c'est la charge de cavalerie lourde, mais attention, l'honneur est important. Donc comme l'honneur est important, faut aller à la mêlée. Donc comme faut aller à la mêlée, vous mettez vos plus grands nobles en première ligne. De la charge, vous sentez le niveau stratégiquement c'est pas top. Donc généralement les Français sont un peu écrasés sur ce type de bataille. Alors Crécy c'est très marrant parce que nous on n'a pas d'archers mais on a des arbalétriers. On adore les arbalétriers en France parce que l'arbalète c'est efficace. Ça tire moins loin, ça tire qu'à 100 mètres environ, mais ça tire tout droit et ça transperce les côtes de maille et les petites armures. Pour ça d'ailleurs l'évolution vers l'armure de plate c'est en partie dû à la prolifération des arbalètes. Tout simplement parce que un des tests à la fin des armures de plate de la part des forgerons c'est de tirer un carreau d'arbalète pour avoir rebondi. Parce qu'un peu carreau d'arbalète dans le bit ça fait mal, faut pas oublier. Et en fait les Français ils ont un petit souci, c'est que l'arbalète c'est interdit par le pape dans les combats entre chrétiens. C'est trop efficace, flinguer quand même des chrétiens, pas très bien vu. Du coup on trouve une petite astuce, on chope des mercenaires génois. Paye des mercenaires génois pour qu'ils viennent utiliser les arbalètes sur le champ de bataille. Sauf que le problème à Crécy, il a plu. Les tendons donc, que forment les cordes des arbalètes ont gonflé et les arbalètes ne marchent pas. Donc que vont faire les Français ? Ils vont charger en écrasant les Génois. Mais c'est normal, c'est des mercenaires. Ces gens ne combattent pas pour l'honneur, ils combattent pour l'argent. Donc on ne peut pas leur faire confiance. En plus, dans leur tête, c'est des Génois, donc est-ce qu'ils ont une âme ? On est pas sûr. Ça c'est un peu la blague, mais c'est ça pour vous dire qu'en fait dans l'esprit en fait d'un chevalier, d'un grand noble français, on s'en fout, c'est de la piétaille. C'est en plus des mercenaires, c'est encore pire que nos paysans parce qu'au moins les paysans on peut leur faire confiance. On les écrase. Et en plus des mercenaires morts, ça coûte pas d'argent, non? Alors si, parce qu'on les paye en avance. Enfin, on leur a payé une partie de l'argent, l'engagement mercenaire, généralement, en fait, on vous marque ça sur un rôle, on vous fait une indenture, c'est-à-dire qu'en gros, on marque ce qu'on vous doit sur un parchemin, on vous le découpe en dents, pour qu'en fait, vous puissiez coller les deux moitiés découpées ensemble pour prouver que c'est bien vous qui on l'a donné. C'est comme ce qu'on appelle le symbole chez les Grecs, c'est une pièce, en fait, coupée en deux, et donc, quand vous le réunissez, c'est un signe d'identification. Ok. Aujourd'hui, on fait des colliers avec ce système-là. Voilà, exactement. C'était des colliers à la base, les symboles. Symbolon, ça vient de là, en grec. Du coup, les Français se font donc écraser à Crécy, parce que vous vous doutez, une charge de cavalerie montante dans une plaine marécageuse vers des archers, eux, qui sont tranquillement assis, avec en plus de quoi avoir des flèches en permanence, quasiment.
on se fait peigner. Et ça va être en fait comment fonctionne la majorité des batailles de la guerre de 100 ans avec les Français, tant qu'en fait ils ne vont pas faire leur révolution technique, leur révolution stratégique. Ça va arriver à partir du roi Charles V en fait. Charles V, lui, son père c'est Jean II le bon, pas parce qu'il est gentil, parce que c'est le dernier chevalier, le dernier roi vraiment chevalier, c'est le bon combattant en fait. Okay. Lui, sa grande bataille c'est Poitiers en 1356, c'est exactement comme Crécy, sauf que lui, il va être capturé par les Anglais et emmené en Angleterre. Mais en fait, parce qu'il s'est rendu, parce qu'il avait fait un souhait sur son honneur, un vœu de ne jamais s'enfuir en bataille. Il sera capturé ou tué. Et donc, la bataille tourne mal, il refuse de s'enfuir, il se laisse capturer, il n'est pas tué. Vous vous rendez compte quand même à quel point l'honneur a un poids par rapport à la stratégie. Votre chef militaire vous se laisse capturer parce que c'est ce qu'il doit faire, parce que c'est bien vu. Aujourd'hui, on ne laisserait pas un général se faire capturer parce que c'est ce qui doit être fait dans la bienséance. Mais ça, c'est vraiment l'état d'esprit. Ce qui va en fait impacter ça, c'est la guerre qui dure et aussi la peste noire qui vient se greffer là-dessus en 1348. La peste noire, ça vous enlève 30 à 50% de la population européenne en 5 ans. C'est énorme. On a une guerre qui dure depuis... à ce moment-là, elle dure déjà depuis 20 ans. Alors, ça touche un peu les populations parce qu'il y a énormément de pillages. Vous avez donc les chevauchées anglaises, vous avez ce qu'on appelle aussi les routiers. Les routiers, c'est tout simplement des mercenaires qui n'ont plus de chef ou des soldats qui ont déserté, qui donc forment des bandes et qui pillent en plus des Anglais. Donc plus vous mettez des mauvaises récoltes, des conditions météo pas terribles, c'est vraiment pas le meilleur endroit où vivre la France du XIVe siècle. Non. Ça brasse vraiment beaucoup. Ouais. Et donc là, l'Europe devient généralement un endroit où il ne fait pas très bon vivre parce que vous perdez quasiment une personne sur deux que vous connaissez. Ouf. Et toute strate sociale confondue. C'est vraiment tout le monde qui y passe, vu que c'est les puces des rats qui transmettent ça. Forcément, des puces, il y en a beaucoup. Et donc forcément, beaucoup de gens meurent, ce qui en plus ralentit la guerre parce qu'il y a moins de gens pour aller combattre. Voilà. Si vous perdez la moitié de la population, vous perdez la moitié des soldats. Franchement, mourir puis ralentir la guerre. Alors même la guerre est quasiment sur le point de s'arrêter à ce moment-là. Le roi de France, lui, a une nouvelle stratégie. Il demande à Charles V, qui est vraiment un roi stratège, c'est-à-dire que lui, il va dire aux gens, vous arrêtez d'aller combattre, vous vous foutez dans les villes, vous faites des murailles. Je fais un impôt spécial pour vous financer la création de murailles. Et comme les Anglais, je vous dis, ils font des chevauchées. Pas d'armes de siège, pas de ravitaillement, donc ils peuvent pas prendre les villes. Et donc, ça va en fait peu à peu tarir la guerre, surtout qu'en plus Richard II, le nouveau roi d'Angleterre, lui, il a une noblesse extrêmement remuante qui va d'ailleurs finir par le détrôner. Donc la guerre de 100 ans un peu s'arrête à ce moment-là. Et dans la foulée, quand même, il y a quand même toujours des combats. Et le roi Charles V va déjà lever un impôt pour créer la première armée permanente. C'est-à-dire une armée qui va rester toute l'année dans des garnisons. Alors, selon les endroits, c'est 3 à 15 hommes. Mais déjà, ça fait quelque chose, ça fait une présence militaire. Alors, Charles sait que la population n'est pas prête à payer des impôts tous les années, il n'est pas fou, donc il met dans son testament que ce sera défait à sa mort. Mais son petit-fils, Charles VII, lui, le refera et ça va donner les bases en fait de l'armée permanente et de l'impôt permanent dans l'État moderne. Alors ça, je vous ai dit, la chevalerie, c'est beau tout ça, et ça pèse cette guerre dont je vous ai parlé. Alors on commence à un personnage comme Bertrand du Guesclin, qui est un petit noble de Bretagne. Alors, oubliez le grand chevalier costaud, 1m90, la chevelure magnifique, c'est pas ça. Non, du Guesclin, c'est 1m50, d'après les textes anglais, tellement laid que sa mère se serait évanouie à sa naissance en volant. Elle a peut-être échappé. Mais meilleure combattante de son époque. Pourquoi ? Parce que déjà, lui, il va gagner la moitié de ses batailles. Alors, c'est plus que la majorité des capitaines français réunis, parce que lui, l'honneur, il en a rien à faire. Enfin, il a quand même un peu d'éthique personnelle, il est conscient de sa valeur. Un jour, il va se faire capturer en Espagne par l'héritier d'Angleterre qui s'appelle Édouard le prince noir, qui en fait mourra avant son père et ne sera pas héritier. C'était un très bon combattant. Il le met à rançon à 80 000 doublons d'or, 400 kilos d'or environ. Du Guesclin dit non, je vaux pas moins de 100 000. Parce que c'est mal vu de se vendre à vil prix. Attention, il y a toujours cette notion d'honneur. Par contre, du Guesclin, pour la bataille, lui, finit les déclarations préalables, c'est marche forcée, attaque nocturne, attaque sans déclaration préalable, et donc ça fonctionne. Il arrive à repousser peu à peu les Anglais et à circonscrire à Bordeaux et Calais. Il meurt en 1380, la même année que Charles V, il sera très proche, et ça sera derrière le premier extérieur à la famille royale à avoir une tombe avec corps et tombeau à l'abbaye de Saint-Denis, dans la nécropole officielle des rois de France, à côté de Charles V. Quand même. Pourquoi ? Parce que symboliquement, le roi qui ne peut pas combattre, parce que Charles V est très malade, il est extrêmement intelligent, mais physiquement il ne peut pas tenir une épée, il a des gros problèmes de santé, le roi qui ne peut pas combattre a offert au royaume le meilleur combattant possible. Et donc dans la mort, on met ça en scène, en fait. Mais la guerre, ça dure, ça continue. En Angleterre, le nouveau roi Henri V, lui, très motivé pour recommencer tout ça. Et donc, il va revenir, ça va être la bataille d'Azincourt, où il va se passer la même chose. En plus, les Français sont en guerre civile à ce moment-là. Et en fait,
ça va créer une ambiance extrêmement lourde et donc la conception de la guerre va évoluer. Le chevaleresque va peu à peu disparaître au profit du pragmatisme et ça se voit dans l'évolution de l'armement. Je l'ai dit, en protection, on passe à l'armure de plate, des choses extrêmement solides qui, ça arrête les flèches, ça arrête les carreaux d'arbalète. Bon, c'est pas très pratique pour se déplacer, mais une fois qu'on est à cheval, il n'y a pas de souci. Et fini la taille, donc l'épée, on essaie de couper latéralement ou les stocks, parce que ça arrête aussi les stocks, on passe à la hache ou à la masse d'armes. Pourquoi ? Parce que ça, si vous prenez un coup d'épée, vous pouvez survivre, on sait comment faire. Par contre, un coup de hache dans la main, vous perdez des doigts, vous pouvez plus tenir une épée. Et donc en fait, on essaye de peu à peu de stopper les combattants de revenir d'une année sur l'autre, parce que c'était les conséquences de la guerre chevaleresque. Les combattants pouvaient revenir assez souvent. Là, c'est fini. La masse d'armes, ça vous pète une côte, ça vous flingue un poumon, vous pouvez plus venir combattre. On va, pour la première fois à Azincourt, exécuter la majorité des prisonniers nobles. Alors qu'avant, c'était très rare. Je veux dire, on les revendait, puis c'était des familles qui étaient liées. Là, on va les exécuter. En fait, peu à peu, avec la guerre de 100 ans, on passe de la guerre un peu, dont je vous ai parlé, chevaleresque, qui pouvait être parfois tragique, mais qui avait quand même une sorte de droit de la guerre, qui avait quand même des conceptions, à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, violent et sans merci, qui va en fait préfigurer en partie, mentalement, les guerres qu'on va trouver à l'époque moderne, où là, c'est vraiment des armées dans le but de conquérir avec la stratégie, de gagner. Et ça se voit aussi dans l'armement via l'arrivée de l'arme à feu. Le premier sniper de l'histoire, c'est 1428 au siège d'Orléans. C'est un forgeron qui s'appelle Maître Jean, qui en fait a inventé la coulevrine. C'est un canon portatif, ça tire plus loin que n'importe quel archer anglais, et du coup les Anglais sont à peu près à plus de 300 pas d'Orléans pour éviter les canons, parce que les canons commençaient à arriver. Alors pas les canons chinois ou musulmans qui servaient en fait surtout à faire du bruit, de la fumée, à impressionner. Là en fait, avec la guerre de 100 ans, les fondeurs de cloches européens, on a fait des gros canons qui peuvent exploser des murailles, ça devient assez violent, et lui il a fait ça en version portative. Donc lui, ça lui permet de dégommer les capitaines anglais dans les camps d'en face, parce qu'ils ont leur grand panache sur leur casque, donc il les repère de loin, il tire, il les abat, et il vous explique dans la chronique du siège d'Orléans, c'est génial, qu'en fait quand les Anglais essaient de répondre avec les arcs, il fait semblant de tomber derrière les murailles comme s'il l'avait touché, puis il se relève, il les emmerde, il va tirer de l'autre côté avant qu'il puisse donner le message aux autres capitaines de se mettre à couvert. C'est presque un spectacle. Mais la guerre, c'est un spectacle. Juste pour finir là-dessus, pareil, le siège, c'est pas tout le monde les uns contre les autres. Je vous ai dit, c'est 300 à 400 personnes, donc il va falloir faire le tour d'une ville, c'est assez compliqué, surtout que vous restez au même endroit pendant 2 semaines. Bah forcément, avec tous les animaux, les humains présents, les nappes d'eau généralement sont contaminés, donc forcément les gens commencent à tomber malades, et donc à partir de 2 semaines, le siège c'est 50-50, et ça donne des choses. Ils se mettent à faire du bruit. Les canons au début dans les sièges, ça vous tirez un coup par heure, et au bout d'un moment c'est tellement chaud que vous pouvez plus tirer, mais le but c'est de faire du bruit pour que les gens dorment pas et deviennent fous en ville. Vous avez des espèces d'appareils de témoignages d'apparition de la Vierge, parce que les gens ne dorment plus. Le moins d'événements un peu spécial paraît être un miracle de Dieu. Et en fait, vous avez l'occupation du paysage sonore, et par exemple, pour le siège de Melun, on vous explique que les assiégeants avaient essayé de faire un tunnel, une mine, pour passer sous la muraille. Couvre-feu dans la ville, en fait, on met les gens dans les caves pour écouter si ça creuse. Contre-mine, les deux se rencontrent. Le tunnel ne sert à rien, et donc pendant 3 mois, c'est-à-dire pendant les 3-4 mois que le siège va encore durer, ils vont s'en servir pour faire des joutes sportives. Parce qu'ils s'ennuient comme des rats morts. Et donc du coup, pour faire un peu passer le temps, ils font des petits sièges. Et d'ailleurs, en parlant de rats morts, la devise de Melun, c'est fidèle au mur jusqu'au rat, fides ad muris ad mures. Pourquoi ? Parce que le siège a duré tellement longtemps qu'à la fin, ils ont bouffé des rats. Wow. Merci Elliot pour cette magnifique chronique qui nous montre bien l'évolution de la guerre lors de l'époque. Julien, on s'en va en musique. Qu'est-ce qu'on écoute? Ben oui, Elliot, tu m'as vraiment inspiré. Alors on va écouter J'irai brûler par Valse Fréquence. C'était tellement intéressant. Je suis celui qui se lance au feu. Juste pour savoir c'est quoi. La tentation me réchauffe. Déjà passé par là. C'est comme je remonte vers le j'irai me lancer.
une violence en soi. Je sens sur moi un appel à l'éclat. J'irai me brûler juste pour sentir le Rebonjour à Histoire de passer le temps. On continue avec notre troisième chronique de l'émission. Je donne la parole à Sabrina Gaudreau-Douin. Merci, Charles. Ça fait quand même étrange là, de revenir derrière ce micro-là. On dirait que je suis comme trop habituée au tien. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, tu m'as vraiment bien introduit là, tantôt en cet après-midi d'Halloween, là, comme j'ai pu voir pour certaines villes et municipalités. On ne sait plus trop. On a évité la pluie, mais on doit conquérir le vent. Oui, c'est ça, exact. Mais je vous amène en fait au début du 19e siècle à l'occasion de l'Assemblée des 6 comtés, des 23 et 24 octobre 1837. À Saint-Charles sur le Richelieu. Mais plus largement, là, je vais parler du contexte qui entoure la tenue de cette série d'assemblées publiques qui va culminer là, aux dates des 23 et 24 octobre. Mais là, avant d'aller dans ma chronique, je vais profiter de ma tribune pour souligner en fait un bel événement qui me tient à cœur. Depuis 25 ans aujourd'hui, les véganes de ce monde dont je fais fièrement partie célèbrent la journée mondiale du véganisme. Donc en cette journée, là, je fais donc une bonne végane de moi-même. Puis je vous invite à aller écouter ma chronique du 22 mars 2019. Je me plug en plus. Sur l'histoire du véganisme pour en connaître un petit peu plus sur la cause. Maintenant, je me sens mieux. Je peux continuer sur les assemblées. Vas-y, Sabrina. On va aller te réécouter aussi. Oui, merci, j'y tiens. Mais d'abord, je vais reculer un peu au 10 avril 1837, qui marque en fait l'entrée au pays des résolutions Russell. En somme, ce que disent les 10 résolutions Russell, c'est que le Parlement impérial refuse, d'une part, l'ensemble des demandes qui avaient été formulées par les 92 résolutions 3 ans plus tôt par la Chambre d'Assemblée. Donc, on dit non seulement non au Conseil législatif électif, parce que selon Russell, on amoindrirait considérablement la voix des Britanniques de la colonie. On dit aussi non au gouvernement responsable, parce qu'on voit cette mesure-là comme une liberté d'agir contre l'exécutif, donc contre la couronne. On dit non au contrôle des subsides aussi. Les subsides, c'est les dépenses publiques, en fait. C'est juste une belle façon de le dire. Qui est une question qui est conflictuelle depuis déjà plusieurs années. Ce que Russell affirme, c'est que faute de voter ces dépenses-là, le gouverneur, avec ou sans l'autorisation de la Chambre d'Assemblée, s'autorise à prélever la somme, puis c'est quand même énorme là, pour l'époque, 142 160 livres pour payer les arrérages dans l'administration du gouvernement colonial depuis 1832. C'est gros aujourd'hui, j'imagine pas à l'époque. Là. Exactement. En fait, c'est impensable de pouvoir prélever cette somme-là sans faire trop de tort, justement, à l'administration. On comprend donc bien pourquoi leur entrée au Bas-Canada, ça crée quand même rapidement une onde de choc. Ça fait quand même 3 ans qu'on attend une réponse à nos demandes qu'on avait formulées. Puis non seulement on les reçoit après 3 ans, mais c'est encore pire que qu'est-ce qu'on avait demandé finalement. Non seulement on répond pas aux demandes, fait qu'on les cancelle toutes finalement, pardon pour le mot en anglais. Puis en plus on met d'autres clauses qui contraignent encore plus. Ça va bien. Fait que non seulement c'est notre situation s'empire, mais c'est vraiment insultant. Là, exactement. C'est une grosse insulte. Mais surtout que ça a pas pris 6 mois là, pour que la réponse revienne. Ça a quand même pris 3 ans. Fait que il y avait un petit peu d'espoir là-dedans quand même. Ouais.
Puis surtout, on est dans un moment, dans un contexte où il y a eu pas mal de voisins ou d'autres pays qui ont commencé à faire des révolutions sur des questions fiscales, etc. Et du coup, je pense que pour le Canada de l'époque, ça ravive un peu des questionnements qui ont dû avoir lieu quelques décennies avant sur est-ce qu'on suit les voisins du Sud ou pas. Exactement. La tentation est vraiment forte, en tout cas, à ce moment-là. Ce qui fait que 2 jours plus tard, on commence même à affirmer que ces résolutions légitimisent, en fait, toute résistance de la population, et quelle qu'elle soit, fait que physique comprise. On affirme que le contrat social a été brisé, puis que sans recul de l'administration coloniale, les habitants du Bas-Canada, ils vont pas avoir d'autre choix là, que de se révolter. C'est dans cet élan-là de contestation que les députés du Parti patriote, qui se font quand même plus discrets là, sur la scène politique parce qu'ils ne siègent plus depuis 1836 à cause qu'ils n'obtiennent pas satisfaction finalement de la part de Londres, notamment sur la question des dits subsides. Ils décident alors d'organiser des grandes assemblées populaires. Au total, là, c'est près d'une 40aine d'assemblées qui vont se tenir en quelques mois, et ce, malgré le fait que finalement on déclare l'interdiction. Le gouverneur Gosford aime pas beaucoup ces assemblées publiques-là. L'idée justement que tout le monde se rassemble pour parler des questions politiques, c'est un peu effrayant. Donc le 15 juin 1837, l'interdiction va être déclarée. Par contre, ça va pas ben freiner là, les députés patriotes ni la population justement. L'interdiction, là, ça va pas changer grand-chose. On va tenir les assemblées quand même. Par contre, il y en a plusieurs d'entre elles là, qui vont un peu finir rapidement parce qu'il va y avoir intervention là, justement du camp adverse, si on peut le dire comme ça, mais je mets des gros guillemets quand même. On arrive donc à notre moment le clé de cette histoire d'assemblée-là que je vous raconte. L'Assemblée des 6 comtés, mais c'est entre 5 000 et 6 000 personnes, dépendamment des sources que l'on voit, qui s'affairent dans un petit village là, quand même de Saint-Charles-sur-le-Richelieu à la fin 37. C'est quand même énorme. Oui, vraiment. Ça fait beaucoup de monde en ville. Mais tu sais qui on vient écouter finalement? C'est sûr qu'il y a principalement Louis-Joseph Papineau là, qui est le chef du Parti patriote et tête d'affiche du mouvement pour cette période-là, mais aussi plusieurs autres. Parmi les différents députés, selon les sources, puis comme on peut le voir en fait sur la fresque légendaire là, de Charles Alexander. C'est celle où est-ce qu'on voit Papineau qui pointe devant une foule. Là, exactement, c'est directement à elle, qui a été peinte quand même un petit peu plus tard là, en 1890 à la demande du gouvernement du Québec pour afficher à l'Assemblée législative. Wow. On est fiers. Exactement. C'est environ une 15aine de personnes qui sont à l'avant de la foule. Papineau, le docteur Wilfred Nelson, ainsi que 13 autres députés patriotes venant des 6 comtés qui forment finalement cette confédération-là qui appelle. Donc Richelieu, Rouville, Saint-Hyacinthe, Chambly, Verchères et l'Acadie. Ben, pour votre plaisir, je vais en nommer quelques-uns, puis peut-être que vous les connaissez. On a Joseph Toussaint Drolet, qui est marchand et officier de milice de Saint-Marc et député de Verchères. On a aussi François Chicou Duvert, qui est médecin de Saint-Charles, vice-président de l'Assemblée et propriétaire du terrain où se tient l'Assemblée. On a également des avocats, on a un instituteur, on a un journaliste. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment très varié, exactement. Okay. C'est pour ça que j'ai pris soin quand même de vous les décrire un peu, parce que je voulais vous faire remarquer à quel point ils sont issus de professions et de milieux différents. On a aussi des cultivateurs là, à l'avant. Ah ouais. Oui. Puis les cultivateurs, ils s'impliquent dans le mouvement pour... ils sont bien au fait des idées puis de tout ça. Ça a été vraiment les toucher. Ben, c'est sûr que quand les 10 résolutions Russell reviennent au pays, ce qui touchait pas vraiment les cultivateurs avant ce moment-là, maintenant ça les touche. Donc oui, c'est Papineau les rallie un peu comme ça sur la question des terres. Ouais, c'est vrai. Toucher dans le pain de quelqu'un, c'est jamais une bonne idée. Exactement. Donc les personnes qu'on voit à l'avant, on les voit tous habillés là, d'étoffes du pays pour être conséquents en fait avec une stratégie qui mettent de l'avant les patriotes à ce moment-là, c'est un boycott des produits importés. Fait que c'est pour ça qu'on s'habille justement avec les étoffes des pays. Okay. Les 2 jours se déroulent vraiment là, sous les cris effrénés de la foule. On peut entendre Vive Papineau et le système électif, Free Gosford, persécuteur des Canadiens. Fait que quand même là, c'est assez clair. ouais.
Je veux quand même prendre le temps, là, avant que j'en manque, justement, de vous parler un peu d'un texte qui va être adopté à l'Assemblée des 6 comtés, qui est l'adresse, finalement, de la Confédération des 6 comtés au peuple du Bas-Canada. Et ça, c'est plusieurs pages de discours. Je vais vous en faire un petit peu la lecture. Puis vous allez voir que on voit vraiment les lignes qui sont écrites par Papineau et celles par Nelson, parce que finalement, c'est un texte qui va être écrit par les deux. Puis en tout cas, dans 2 secondes, je vais vous dire pourquoi. Donc, on peut lire, en fait, au début de l'adresse, « Concitoyens, quand un peuple se trouve invariablement en butte à une suite de pressions systématiques malgré ses vœux exprimés de toutes les manières reconnues par l'usage constitutionnel, par des assemblées populaires et par ses représentants en Parlement, après mûre délibération, quand ces gouvernements, au lieu de redresser les maux divers qu'ils ont eux-mêmes produits, par les mauvais gouvernements, ont solennellement enregistré et proclamé leur coupable détermination de saper et de renverser jusqu'aux fondations de la liberté civile, il devient impérieusement du devoir du peuple de se livrer sérieusement à la considération de sa malheureuse position. Je vais pas vous faire la suite de la lecture, mais on sent à quel point c'est percutant comme texte. Puis, on sent honnêtement, toute la pression du colonialisme dans les propos. Vraiment, honnêtement, j'aurais vraiment pu faire ma chronique entièrement sur l'adresse parce qu'elle est délectable en entier. Bref, je pense que je vais la mettre sur la page parce que c'est trop bon. Peut-être une idée pour l'avenir? Oui, exact. Ben, c'est une adresse, en fait, qui un petit peu plus loin, là, qui dénonce les traitements du passé et du présent, qui sollicite l'implication de toute la population du Bas-Canada et du Haut, sans du tout exclure, en fait, les anglophones du mouvement. C'est super revendicateur. Ce qui est particulièrement intéressant et très questionné par les historiens, là, c'est la position de Papineau, qui est somme toute pas très claire. On voit vraiment à travers les différents paragraphes, comme je l'ai dit, que Nelson et Papineau sont un petit peu en conflit. D'ailleurs, son dernier discours à Papineau avant l'éclatement des conflits armés le montre très bien, lorsqu'il dit « Ce n'est pas l'insurrection qui est pas légitime, en fait, mais nous, on a résolu de ne pas y avoir recours. » Alors que Nelson lui prend directement la parole pour lui dire « Eh ben moi, je diverge d'opinion avec Papineau. Et je crois que le temps est venu de faire fondre nos plats d'étain pour en faire des balles. » Donc, l'Assemblée des 6 comtés est particulièrement importante pour comprendre les changements de ton à travers l'évolution du Parti patriote. Puis c'est vraiment à ce moment-là qu'on va s'en rendre compte. Cette assemblée-là, en particulier, c'est vraiment le premier signe de radicalisation à grande échelle pour le mouvement. Je le dis par contre sous toute réserve, parce qu'on sait également que le mouvement patriote, ben c'est pas un mouvement national uni, là, c'est un mouvement local. Chaque localité a ses divergences, mais aussi son lot à défendre, parce que finalement, tous les enjeux sont différents. D'ailleurs, certains historiens et historiennes vont identifier là, cette caractéristique comme cause de l'échec des rébellions de 37-38. Je finis avec ça. Pour l'historien Gérard Filteau, et je termine pour vrai, là, je vous le dis. Il s'agissait vraiment d'une catastrophe puisque les patriotes renonçaient à ce moment-là à l'action politique pour laisser l'initiative aux plus radicaux, donc la prise des armes qui n'était pas considérée avant ce moment-là. Donc là, j'ai fini. Merci beaucoup Sabrina pour cette excellente chronique qui nous permet vraiment de voir cette assemblée comme un point tournant dans la révolte. Merci à vous tous, hein, Elliot, Anne-Émilie, Sabrina, Julien et aussi Marie-Laurence merci à toi, pour avoir Charles. été là aujourd'hui. Merci aussi à notre invité Kin. On vous rappelle qu'on répond à vos questions sur les réseaux sociaux si vous avez des questions pour nous. On vous rappelle aussi d'aller écouter notre émission sur sa page Facebook ou en balado sur Spotify ou Apple Music. Puis on se dit bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Bye, merci. Au revoir. Au revoir.